Des forêts magnifiques le long de berges naturelles. Un décor de contes de fées qui dissimule des secrets précieux. Les forêts alluviales stockent de grandes quantités de carbone. On doit restaurer celles qui existent et en planter de nouvelles parce qu'elles ont pratiquement disparu et que ça ne va plus. Pour lutter contre le changement climatique, il faut des arbres. Beaucoup plus d'arbres. Partout. Ces chercheurs procèdent à un inventaire forestier dans une réserve naturelle unique en son genre, tout près du Danube. C'était la parcelle 60. C'est la bonne? Oui, 60. Avec son équipe, Barbara Stammel étudie la flore d'une des dernières forêts alluviales d'Allemagne. Un peu de bois mort. Et puis un érable plane, là. Oui. L'habitat qui s'est développé dans cette zone compte nettement plus d'espèces végétales que d'autres forêts. Ils sont encore trop petits pour qu'on puisse les différencier. Tu peux peut-être regarder sur l'appli? J'étudie ces parcelles depuis 16 ans. Je connais la majorité des espèces. Mais de nouvelles variétés apparaissent régulièrement. On fait l'inventaire de toutes les plantes et on note leur récurrence. Ça nous permet d'en déduire si la forêt alluviale, qui a évolué en forêt de bois dur, commence à retrouver peu à peu ses caractéristiques. Il y a 14 ans, un bras secondaire du Danube a été réhabilité afin de redonner une nouvelle jeunesse à la forêt alluviale. Ces forêts sont extrêmement précieuses. Elles absorbent l'eau en cas de crue, la filtrent et retiennent aussi les nutriments. Elles séquestrent de grandes quantités de carbone dans le sol. Et elles ont bien sûr une fonction apaisante. C'est extraordinaire de se promener ici. Autrement dit, la forêt alluviale a énormément de valeur. Comme elle est régulièrement inondée, ces sols emmagasinent plus de carbone que ceux d'autres écosystèmes forestiers. Dans les forêts classiques, le CO2 que les arbres absorbent et transforment en oxygène est en partie rejeté dans l'atmosphère quand les feuilles mortes se décomposent à l'automne. Dans une forêt alluviale, en revanche, les crues emportent les débris de végétaux tombés par terre et dans l'eau, stoppant ainsi le processus de décomposition et le rejet de CO2. Les crues apportent aussi des nutriments supplémentaires au sol, ce qui favorise le développement de nouvelles espèces sur les berges et dans le fleuve. Barbara Stammel et Veronika Ullmann de l'Université catholique d'Eichstätt-Ingolstadt analysent l'eau régulièrement. Alors, 30% de strates herbacées et 60% de sol brut. Quand le cours du Danube a été rectifié et endigué, ce bras secondaire est resté longtemps asséché. Mais depuis, il a été reconnecté au fleuve. Ça, c'est une élodée du Canada, qu'on appelle aussi la peste d'eau. Alors il nous faut encore la profondeur. L'eau peut de nouveau s'étaler dans toute la zone. Ça joue un rôle fondamental dans la protection contre les inondations. L'eau des crues s'étale dans les forêts alluviales naturelles, ce qui protège les villes voisines. Il ne faut pas grand-chose pour l'empêcher de passer par-dessus une digue. C'est pourquoi le moindre centimètre compte. Le moindre espace ouvert et inondable en cas de crue est utile pour nos agglomérations. Les villes sont souvent menacées d'inondations. Pour les protéger, on construit des digues sur les berges. Si on remplaçait celles-ci à certains endroits par des forêts alluviales, l'eau pourrait s'écouler latéralement, ce qui soulagerait ces barrières. Les fleuves ont été recalibrés pour libérer de l'espace à urbaniser et à cultiver. Résultat, presque toutes les forêts alluviales allemandes ont été détruites. Là, il y a environ 20% de sol brut. Des habitats essentiels ont été sacrifiés, une aberration qui a eu de lourdes conséquences.
Le problème des forêts alluviales est qu'elles consomment de la surface. Or, on ne peut pas inonder un terrain sans inonder le terrain mitoyen. Tous ces projets demandent du temps. De fait, on a travaillé presque 15 ans sur celui-ci avant de pouvoir le concrétiser. Mais de gros efforts ont été fournis. Aujourd'hui, il existe une loi sur la restauration des écosystèmes et on a l'obligation de renaturer nos forêts alluviales et nos marais. En effet, l'Union européenne a adopté un règlement qui reconnaît l'importance des forêts alluviales dans la lutte contre le changement climatique et la disparition des espèces. Celle de Neuburg sert de modèle au niveau européen. Jürgen Geist est professeur à l'Université technique de Munich. Avec son équipe, il y étudie la diversité des espèces aquatiques. Sur le fond de la rivière vit une faune nombreuse, car la forêt protège leur habitat. Les rejets toxiques des zones urbaines et agricoles sont filtrés en partie par le sol forestier. Il y a ici une grande variété d'espèces qui jouent un rôle important dans la santé du système hydrologique. Par exemple, des coquillages filtrent l'eau et la débarrassent des particules nocives. Ils remplissent des fonctions vitales pour le biotope et font évidemment partie de la chaîne alimentaire. Les poissons se nourrissent de ces petits organismes. Pour l'échantillonnage du stock de poissons, Jürgen Geist a recours à une méthode particulière. Un générateur produit un champ électrique entre des électrodes fixées sur les puisettes. Ce champ étourdit brièvement les poissons et les attire dans le filet. La pêche électrique est la méthode d'inventaire la moins invasive. Ces études sont aussi très utiles à Barbara Stammel. Leurs résultats confirment la nécessité de restaurer les forêts alluviales. J'ai été très étonnée de constater qu'effectivement, en l'espace de 6 mois, les espèces de poissons étaient revenues. Enfin, presque toutes. Jürgen Geist a recensé 37 espèces différentes autour de la forêt, soit plus que dans le cours principal du Danube. La diversité des espèces est décisive pour la stabilité des écosystèmes face au changement. Les zones alluviales ont également une grande influence sur le stockage de l'eau dans la région. Une eau qui a une importance énorme pour nous aussi, les humains. C'est pourquoi il faut revoir notre façon de penser et aborder le sujet de manière différente que par le passé. Les chercheurs peuvent simuler des épisodes de crue et d'étiage. Ici, on a la possibilité de régler à volonté le débit de l'eau, ce qui nous permet de mener d'autres expériences, d'acquérir et de transmettre des connaissances. Car il n'est pas si facile que ça de créer de nouvelles forêts. Les montagnes du Trentin-Haut-Adige, dans le nord de l'Italie. Federico Stefani est né et a passé toute son enfance ici. Mais en 2018, une tempête d'une violence sans précédent baptisée Vaia a ravagé des milliers d'hectares de forêt. Quella tempesta ha distrutto milioni di alberi. Et pour la première fois, on s'est rendu compte que la forêt n'était pas quelque chose d'éternel et immuable. On a alors compris qu'elle nous était nécessaire, mais qu'on s'en était éloigné. Il a fallu qu'elle soit détruite pour qu'on prenne conscience de sa valeur. De longues périodes de sécheresse avaient rendu les forêts vulnérables aux attaques d'un insecte coléoptère, le bostryche, qui les avait encore plus affaiblis. Puis, la tempête leur a porté le coup de grâce. Les arbres abattus ont alors favorisé la prolifération massive du parasite, qui s'en est également pris aux arbres sains. À l'époque, Federico vivait à Bruxelles. Il est rentré chez lui, horrifié par l'ampleur des dégâts. C'est incroyable de ne plus reconnaître l'endroit où on a grandi. Ça m'a bouleversé. Je me devais de rentrer en Italie. C'est dans les semaines qui ont suivi que mon désir d'agir a pris forme. En tout, Vaia a déraciné 42 millions d'arbres. Diplômé en gestion d'entreprise, Federico voulait faire carrière à l'OTAN. Mais la tempête a bousculé tous ses projets.
Son envie de reboiser les forêts a été la plus forte. Animé d'une volonté inébranlable devant les monceaux d'arbres abattus, il s'est alors souvenu d'un cadeau de son grand-père. Un cube que celui-ci avait sculpté dans du bois et qui servait d'amplificateur pour téléphone mobile. C'est un objet auquel je tiens, d'autant plus que c'est la dernière chose que mon grand-père m'a offerte. C'était avant la tempête. Peut-être était-ce le destin, je n'en sais rien. En tout cas, ça me donne de la force de savoir qu'un homme simple comme mon grand-père, qui était menuisier, l'a fabriqué pour moi. Cet amplificateur analogique, conçu pour des appareils high-tech, fait le lien entre le passé et l'avenir. On a transformé du bois de récupération en une véritable ressource. C'est devenu un amplificateur de son et d'idées. La relation avec l'objet est associée à cette nuit de tempête. Mais grâce à notre créativité et notre vision du monde, cette matière première est désormais le symbole d'une renaissance. Aujourd'hui encore, son équipe et lui fabriquent des cubes avec le bois de 2018. C'est Federico qui a imposé la forme de l'amplificateur. Menuisier, Giorgio Leonardelli a retravaillé son design, faisant du cube un objet recherché. La simplicité est une grande vertu. Cette fissure est différente sur chaque cube, parce qu'elle suit le fil du bois. Elle symbolise la blessure de l'objet. Elle parle de son origine. C'est grâce à elle que l'on reconnaît d'où il vient, ce qu'il raconte et ce qu'il représente. Le cube est devenu un des produits phares de Vaia, l'entreprise de Federico. Baptisée du nom de la tempête, elle représente un modèle économique qui se sert de la nature pour la préserver au lieu de l'exploiter. Et si Vaia est rentable aujourd'hui, les débuts n'ont pas été faciles. Je me demande souvent si j'ai fait le bon choix en quittant Bruxelles. Mais si personne ne se décide à prendre ses responsabilités, jamais la société n'ira de l'avant. Federico fait une promesse à tous ses clients. Pour chaque cube acheté, il s'engage à planter un arbre avec l'aide d'une pépinière locale. Attention, il faut les attacher. La durabilité, c'est privilégier les collectivités locales et utiliser les savoir-faire de chacune à des fins communes pour le bien de la région et de sa reconstruction. Aujourd'hui, pour tenir sa promesse, Federico transporte 1 millier d'arbres. Une fois par an, il organise un rassemblement pour le développement durable. Sur les pentes dévastées par la tempête, il met en pratique ses idées pour un mode de vie éco-responsable. Ce qui nous pousse à nous lever tous les matins, c'est une volonté farouche de régénérer l'ensemble de ces territoires et de ces communautés. C'est l'objectif de Vaia. J'aime l'idée de pouvoir redonner la vie et de reconstruire une région qui a été détruite par une force implacable. L'idée, c'est de transmettre quelque chose. Et c'est génial de se retrouver en compagnie de gens qui pensent comme nous. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel de Federico. Son entreprise a vendu 100 000 cubes. Et aujourd'hui, le 100 millième arbre va être planté grâce à la participation active de chacun. En reconstituant cet écosystème, on fait en sorte que les collectivités locales puissent vivre des ressources naturelles de la région. C'est quelque chose de très important. Ensemble, les habitants du Trentin Haut-Adige participent au reboisement de leurs forêts, dont ils avaient presque oublié la valeur. C'est un grand jour pour la région et pour Federico.
On oublie la fatigue au milieu d'un si grand nombre de gens. Ça me rend heureux et ça me donne plein d'énergie de les voir se salir les mains et assumer tous ensemble cette responsabilité. C'est extraordinaire. Je suis aussi très conscient de mes obligations vis-à-vis d'eux parce qu'ils me font confiance. On n'en est encore qu'au début et il reste encore beaucoup à faire. Chaque arbre compte, car une forêt en bonne santé est essentielle à l'équilibre de l'homme, de nombreuses espèces et du climat. Dans la banlieue de Leipzig, Barbara Stammel va découvrir une forêt alluviale en compagnie de Ronny Richter, chercheur à l'université de la ville et responsable de la seule grue d'observation forestière d'Allemagne. La scientifique espère recueillir de nouveaux arguments en faveur de la restauration de cet habitat. C'est toujours intéressant d'avoir un changement de perspective, quelle que soit sa direction. Nous, on travaille principalement au sol, alors c'est super de prendre littéralement de la hauteur pour inspecter les strates supérieures. La spécialité de Ronny Richter est la canopée. Il travaille pour l'IDIV, l'Institut allemand de recherche sur la biodiversité intégrative à Leipzig. En fait, on sait relativement peu de choses sur ce qui se passe à la cime des arbres. C'est un véritable continent à la surface de notre planète. Et comme on ne protège bien que ce que l'on connaît, il faut commencer par dresser un inventaire de la faune et de la flore qui vivent dans la couronne. C'est absolument nécessaire si on veut préserver les espèces. Le domaine de recherche de Ronny Richter est généralement invisible du commun des mortels. Depuis cette station de surveillance, il étudie l'effet de rafraîchissement des arbres. On essaie de déterminer quelles essences sont le plus aptes à assurer cette fonction. Malgré les sécheresses à répétition, certaines sont encore capables de rafraîchir les forêts, ce qui permet à ces dernières de remplir à leur tour une fonction cruciale pour l'homme. D'en haut, Barbara et Ronny remarquent aussi des phénomènes alarmants. Sur ce frêne, il y a plein de branches sèches qui dépassent. Pour la plupart, c'est du bois mort. Ici, comme dans de nombreuses forêts d'Europe, les frênes sont en train de mourir. Les pousses des frênes s'étiolent lentement à cause d'un champignon originaire d'Asie qui s'est propagé chez nous et tue l'arbre à petit feu. À ça s'ajoutent de nombreux autres facteurs négatifs, également susceptibles de rendre l'arbre malade. Par exemple, le stress engendré par le changement climatique. Néanmoins, certaines études sont plus optimistes. Ronny Richter a analysé la dissémination annuelle des pollens et particules de poussière fine générées par la forêt. Voilà, on y est. Dans la couronne des arbres, les particules s'agglutinent sur un disque recouvert d'une pâte. Leur présence prouve peut-être que des forêts en bonne santé influent sur les zones et l'intensité des précipitations. Selon Ronny Richter, de grandes étendues de forêt pourraient contribuer à modérer les pluies fortes sur les villes voisines. Ensuite, on transfère la pâte là-dedans. Oui. On s'est rendu compte que nos forêts elles-mêmes participaient à la formation des nuages et aux chutes de pluie. Ça signifie que l'eau rejetée dans l'atmosphère sous forme de vapeur retombe localement, avant d'avoir été transportée plus loin par les nuages. En revanche, on ignore encore comment ça se répercute sur la fréquence et l'intensité des précipitations. Étant donné que les particules de poussière fine accélèrent la formation des nuages et l'arrivée des pluies, il est possible que les grandes forêts protègent les zones urbaines des fortes pluies, puisque les nuages se déversent au-dessus des arbres. Une chose est sûre, les forêts alluviales abritent une plus grande variété d'essences. Elles captent largement 60% de CO2 de plus que les autres forêts et protègent les villes des inondations par leur capacité à absorber de grands volumes d'eau. C'est une raison suffisante pour en créer de nouvelles. Les études confirment l'importance des forêts alluviales.
C'est un fait avéré. Par conséquent, il est du devoir des scientifiques de présenter ce qu'ils ont appris de manière accessible à tout le monde, à commencer par les décideurs politiques. C'est pourquoi plus on en saura et mieux on pourra les convaincre. En effet, pour créer de nouvelles forêts alluviales, il faut que les agriculteurs et les politiques libèrent des terres. Aux Pays-Bas, le technicien horticole Leo van Dalen examine avec un collègue de jeunes arbres tout juste livrés dans le cadre d'un projet urbain révolutionnaire. L'idée est de déplacer la forêt dans le centre-ville d'Utrecht et de faire pousser des arbres partout sur les toits et le long des façades de ces tours. Les gens veulent vivre en zone urbaine. Mais si on construit toujours plus haut sans accorder de place à la végétation, ça devient insupportable. La température augmente, l'humidité de l'air diminue, et un jour, on ne pourra plus habiter dans nos villes. Leo van Dalen travaille sur ce projet depuis 7 ans. Il est responsable de la végétalisation de la façade en béton de ces nouveaux immeubles résidentiels. Au 16e étage, par exemple, on va planter des amélanchiers et des cerisiers. La particularité de ce chantier est que tout est préfabriqué. Les cuves de récupération des eaux, les filtres, les puits de visite et les capteurs. Il n'y a que des plantes qu'on installe pendant les travaux. C'est une nouvelle façon de penser. Les arbres et les massifs améliorent le microclimat des tours de plusieurs manières. Les feuilles filtrent les poussières fines et les polluants, réduisent le bruit et peuvent faire baisser les températures de 12 degrés. Mais la végétalisation doit survivre dans le béton sans abîmer la façade. C'est pourquoi Leo van Dalen travaille avec un pépiniériste qui a fait pousser les plants dans des bacs spéciaux en plastique perméables à l'air. Ainsi, arbres et arbustes ont développé des racines nombreuses et courtes au lieu d'une grosse racine unique. Ces racines toutes fines sont importantes, car ce sont elles qui absorbent l'eau et les nutriments dont l'arbre a besoin. Les plus grosses, à l'intérieur de la motte, assurent sa stabilité et rendent son transport possible. C'est grâce à ce système double que l'arbre grandira. Oui, exactement. En ce qui concerne la qualité des arbres, on a des exigences très spécifiques. On a rejeté ceux dont le système racinaire était trop fragile parce qu'ils doivent être ancrés solidement sur le bâtiment. Il faut aussi les tailler correctement. Les arbres seront plantés les uns au-dessus des autres dans des balcons spéciaux le long de la façade, de façon à ce qu'ils se développent sur la largeur. Raison pour laquelle le jardinier Kees Wittenberg a coupé leur tige principale. Là, on voit bien qu'on a stoppé sa croissance. Seules des essences présentes dans une forêt près d'Utrecht ont été utilisées. Il y a 4 ans, Leo van Dalen avait sélectionné uniquement celles qui convenaient au projet. Il fallait des arbres qui ne fassent pas de gros fruits. Imaginez qu'ils vous tombent sur la tête de toute la hauteur de la tour. Ça poserait un problème. La pépinière a précultivé 287 spécimens de 19 essences différentes, comme les amélanchiers, qui vont être plantés aujourd'hui. Sur le chantier, c'est Jasper van den Brink qui coordonne l'installation des arbres, des arbustes et des plantes. Ils doivent être mis en place pendant les travaux de construction afin d'éviter que l'échafaudage ne reste dressé trop longtemps contre la façade. Ce n'est pas normal de transplanter des arbres à cette époque de l'année. De plus, une longue période de préparation a été nécessaire pour qu'on puisse s'affranchir du facteur temps. En effet, c'est nous qui devons nous adapter à l'avancement des travaux. Il n'est pas question de les ralentir. Un véritable défi sur le plan de l'organisation, car sur le chantier, il n'y a qu'une seule grue pour monter les arbres à leur place. Ces façades végétalisées sont ce qu'on appelle désormais des forêts verticales. Le projet réalisé à Utrecht est le 11e dans le monde. Une fois à sa place, l'arbre est arrimé solidement pour résister aux vents violents et ne pas mettre les habitants et les passants en danger.
Il est retenu par des sangles enterrées et par un système de fixation en hauteur qui laisse un peu de jeu à l'arbre pour qu'il ne casse pas à cause des rafales parfois extrêmement fortes. Les ancrages peuvent retenir plusieurs tonnes. Une couche de granulat renforce la stabilité des arbres, qu'on arrose comme dans une serre. Une des caractéristiques du projet est qu'on peut récupérer jusqu'à 400 000 litres d'eau de pluie. On les stocke dans des citernes installées sous les terrasses, les balcons et au sous-sol, puis on les réutilise. Ça, c'est un capteur qui mesure le taux d'humidité de la terre. Si un arbre ou des plantes ont besoin d'être arrosés, l'eau arrive par un dispositif d'irrigation goutte à goutte. Les résidents ne s'occupent de rien. Ils n'ont qu'à s'installer sur leur terrasse pour profiter de leur jardin. C'est nous qui nous chargeons de l'entretien et de la taille. C'est l'architecte italien Stefano Boeri qui a eu l'idée de cette forêt verticale. À Utrecht, les arbres et les buissons transforment chaque année autant de CO2 en oxygène qu'un hectare de vraie forêt. 7 ans après le lancement du chantier, les travaux sont enfin terminés. Dans un an ou plus tard, tout le monde à Utrecht connaîtra notre projet. Les tours sont visibles depuis la gare et toute la ville, et on commence à avoir des retours très positifs. C'est formidable de participer à cette entreprise. J'en suis très fier. Une construction végétalisée nécessite plus de béton et d'acier, mais la forêt verticale est utile au climat et fait baisser les températures en ville en période de forte chaleur. Sur les bords du Danube à Ingolstadt, le travail de Barbara Stammel commence à porter ses fruits. Toutes les données qu'elle a accumulées servent au réaménagement de la rive. Les travaux sont dirigés par Martin Burkhardt, du service des eaux et forêts allemand. En plus de l'amélioration de la diversité des espèces et de la structure du fleuve, la renaturation de la rive a aussi pour objectif d'offrir aux habitants d'Ingolstadt un accès plus plaisant au Danube, de le revaloriser. Les pelleteuses préparent la berge pour la plantation d'une forêt alluviale à bois tendre, inondée pendant une période assez longue. Or, toutes les essences ne le supportent pas. C'est très coûteux et on ne trouve quasiment plus ce type de forêt en Allemagne. Il en reste un pourcentage à un chiffre seulement. Il faut dire qu'elle ne peut pousser que dans une zone précise entre l'eau et la terre, sur des sols régulièrement submergés. Afin de corriger les erreurs commises par le passé, il a d'abord fallu défricher le terrain. Ensuite, plusieurs troncs tombés au sol ont été liés à d'autres arbres sur une parcelle voisine pour conserver une partie de l'ancien biotope. Regardez ces 2 sections de troncs d'arbres du biotope qu'on a supprimés lors des travaux de déblaiement de la berge. C'est un frêne. On voit bien les fissures dans l'écorce. On sait qu'elles sont colonisées par des chauves-souris. Mais là, elles sont vides et on ne dérange personne, si? Pas du tout. Tout cela est inédit, même pour Barbara Stammel. C'est un premier pas sur une voie nouvelle. On a déjà tellement envahi la nature qu'on est désormais obligé de réfléchir à des solutions originales et un peu techniques pour la protéger. D'autres arbres seront nécessaires. Sur les zones gravillonnées et nivelées, on disposera du bois mort, c'est-à-dire des arbres qui ont été abattus pendant le défrichement du site. Des cachettes pour les poissons. Oui, les petites espèces adorent les trous dans le bois mort. En Allemagne, plusieurs nouvelles forêts alluviales ont déjà été créées. D'autres ont été restaurées. L'Office fédéral de la protection de la nature estime nécessaire de renaturer près de 270 000 hectares de berges, une surface plus grande que le département du Rhône. La renaturation d'une parcelle voisine en amont est déjà finalisée. L'avantage d'une forêt alluviale est que les responsables économisent l'argent nécessaire à de nouvelles plantations. Les saules ont une super stratégie. Ils produisent des quantités phénoménales de graines. Transportées par l'eau, celles-ci se disséminent jusqu'ici et poussent.
Simplement, il faut être un peu patient. La forêt alluviale est un milieu reconnaissant, dans la mesure où sa renaturation est très facile et prend tout de suite. C'est fantastique. Dans quelques années, ces berges seront couvertes de splendides forêts alluviales, des alliés de poids dans la lutte contre le changement climatique. Alors répétons-le, chaque nouvel arbre compte.